palestinien, c'est Jean-Marie Dansel. Et vous avez un comptoir de vente de produits palestiniens ici, de produits qui viennent direct de Palestine. Et donc, pour le soutien. Et alors, les livres de M. Colomb sont en vente tous ici. Et nous vous demandons aussi de les acheter ici parce que, bon, d'abord, elles sont disponibles. Et d'une part, le livre syrien de Bahar, il est absolument très intéressant et très émouvant, mais aussi les livres de Michel Colomb qui sont là. Et votre soutien à la cause se manifestera par l'achat de ces livres. Et surtout de les lire aussi, parce qu'on y apprend beaucoup. Bon, je laisse la parole au Père Lelon, et je vous remercie d'éteindre vos portables. Et puis, voilà. Et puis d'arrêter de photographier, de filmer les gens. Moi, personnellement, je supporte pas. En fait, nous avons demandé effectivement à ce qu'il y ait une vidéo qui soit faite de la soirée. Il y a, là, c'est une télévision Al-Alamiya, c'est une télévision internationale, je dirais, et une autre télévision qui est une télévision française. Voilà, une télévision française qui donne des nouvelles. L'idée, c'est aussi porter plus loin la voix que nous exprimons et les positions que nous exprimons sur la Syrie, parce qu'il y a un tel battage médiatique, pardon, je vous explique, il y a aujourd'hui un tel battage médiatique et de tels médias mensonges qu'il est important effectivement pour nous, avec le peu de moyens que nous avons, de pouvoir d'essayer de faire entendre notre voix qui tranche avec tous ces médias mensonges et avec toute cette manipulation médiatique intense aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé effectivement à ce que cette soirée soit filmée. Et il est important pour nous et pour tout le monde de faire entendre cette voix. C'est sur le plan militant, je dirais, qu'on le fait. C'est pas du tout ni du flicage, ni du... Je ne parlais pas de ça, je parlais de tous les gens qui sont tous en train de prendre des photos. D'accord. Alors, bon, merci de ne pas prendre des photos des personnes comme ça, voilà. Des personnes qui ne le souhaitent pas. Voilà, prenez-nous sur la... Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole au Père Lelon. Merci. Tout le monde peut prendre des photos, mais ce qui ne veut pas être filmé, il peut mettre la main devant le visage. Un voile. Chers amis, merci d'abord à tous les organisateurs, merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et heureux de retrouver beaucoup d'amis et de rencontrer d'autres visages que je ne connais pas, mais que je retrouve ici avec le même souci de vérité et de justice. Je vous parlerai d'abord en tant que Français, et après je me permettrai d'ajouter quelques mots en tant que catholique, prêtre catholique. En tant que Français, étant donné mon grand âge, j'avais 15 ans en juin 40. J'ai connu ce drame, j'ai vu ma famille, mon père a échappé de justesse, il était résistant, il avait rejoint De Gaulle, il a été échappé de justesse à l'arrestation par la Gestapo que j'ai vu arriver chez nous, et mon frère aîné a été tué à la guerre. Donc je sais ce qu'a été cette période, et je sais ce qu'a été aussi, hélas, pour la France, les déchirements avec Vichy, De Gaulle, quelques Français qui collaboraient avec les nazis, beaucoup d'autres qui étaient résistants, et puis l'immense majorité des Français qui subissaient et détestaient l'occupant. Je dois dire que cette expérience m'a aidé à être très attentif à ce que vit le peuple palestinien, parce que je sais ce que c'est que l'occupation par une armée étrangère. Donc j'ai connu ces divisions, ces déchirements entre Français, et je crois que nous, Français, étant donné notre histoire très difficile, nous pouvons comprendre ce qui se passe en Syrie. Nous avons connu, nous aussi, des moments d'opposition, de conflits, de tensions, de révolutions.
et nous savons combien c'est dur pour un pays de le vivre, mais finalement on s'en sort. Et je suis convaincu que la Syrie sortira de l'épreuve actuelle en restant elle-même un grand pays, un très grand pays qui a une civilisation et qui a un rôle majeur à jouer au Moyen-Orient et donc au-delà dans le monde. Donc je pense qu'en tant que Français, nous pouvons vraiment le penser et en conséquence nous engager. Je connais aussi la période de la décolonisation. J'étais à Tunis quand le FLN préparait la libération. Là aussi, j'ai vu les déchirements entre les Français, entre ceux qui voulaient l'Algérie française et ceux qui, au contraire, soutenaient le FLN. Et là encore, il faut reconnaître que le général de Gaulle, après toutes les erreurs, les peurs et les bêtises des gouvernements de droite et de gauche, qui n'ont pas été fichus de faire face à la question algérienne pendant très longtemps, eh bien, il a fallu des drames, là aussi, des milliers de morts qu'on aurait pu éviter si on avait fait un peu plus tôt une politique plus intelligente. Qui n'a pas été fait par nos gouvernements, ni de droite ni de gauche d'ailleurs. Pensons aux socialistes de M. Guy Mollet et les questions de Suez, etc. Donc soyons modestes, nous les Français, parce que nous savons ce que sont ces drames. Et soyons modestes, et je dis ça parce que je crois qu'il y a un principe fondamental qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Que le général de Gaulle, je reparle de lui, a rappelé à Phnom Penh, alors que les Américains étaient écrasés sous les bombes des peuples là-bas. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe fondamental que la France devrait respecter, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'en viens maintenant évidemment au sujet qui nous intéresse. Ce n'est pas au gouvernement français à dire qu'il va diriger la Syrie. Le gouvernement français n'a pas demandé à un chef d'État de quitter le pouvoir, comme l'a fait M. Juppé. Ce n'est pas aux médias français de dire qu'il va diriger la Syrie. Ce n'est pas aux intellectuels français, quels qu'ils soient, de le dire. C'est aux Syriens. Et je pense que nous, Français, ici, nous devons dire aux Syriens, nous n'avons pas à décider à votre place. Et c'est aux Syriens, à tous les Syriens, dans leur diversité. Parce qu'il faut être honnête, il y a des Syriens dans l'opposition, il y a des Syriens favorables au gouvernement. Moi, j'ai des amis syriens dans les deux camps. J'essaie de les écouter, j'essaie de comprendre les uns et les autres, et je pense que ce n'est pas à moi, ni au gouvernement français, de décider ce que doit être la Syrie. Pour moi, c'est un problème fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que ce qu'on peut faire, c'est s'informer objectivement, ce qui malheureusement est devenu très difficile avec, on peut bien dire, la grande majorité des médias actuellement en France, s'informer, et puis éventuellement auprès des autorités, des partis politiques, de droite et de gauche, des milieux intellectuels, du gouvernement, leur dire ce qu'on en pense. Moi, ça m'arrive de le faire quand j'ai l'occasion de rencontrer des hommes politiques. Et là encore, je trouve bien décevant les différents camps, à part quelques exceptions, malheureusement trop rares. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, c'est laisser les Syriens décider. Il y a un gouvernement, il y a un État reconnu, on doit avoir des relations d'État à État. Cet État a une opposition, il faut que le gouvernement syrien et ses oppositions, je dis bien ses oppositions, arrivent à reconstruire ensemble la Syrie. Et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Sinon, essayer de favoriser autant que nous le pouvons le dialogue entre les uns et les autres. Je pense qu'il faut essayer de comprendre les uns et les autres et de refuser les exclusives d'où qu'elles viennent. J'ai constaté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un problème que les Syriens qui sont pour l'opposition, ou les Français qui croient devoir soutenir l'opposition, n'acceptent pas facilement le dialogue. Moi, j'ai des amis syriens qui m'ont reproché très amicalement, parce qu'on est très amis, ils m'ont reproché parce que j'avais accepté de faire une conférence au Centre culturel syrien il y a quelques semaines. Je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai proposé de rencontrer des amis syriens qui pensent autrement qu'eux, qui soutiennent le gouvernement syrien. Ils ont refusé.
Et je trouve qu'ils ont eu tort. Je pense qu'il faut être capable de se parler. Quand on ne se parle pas, c'est la guerre civile. Et rien n'est pire pour un pays que la guerre civile. Maintenant, un mot très rapide en tant que prêtre catholique. Là, je permettrai de me référer aux autorités de mon église, je pense au pape, qui était à Cuba ces jours-ci, qui a rencontré Fidel Castro dans des conditions, je trouve, tout à fait émouvantes. Et le pape, c'est pas son boulot de faire de la politique, mais il doit être capable de faire passer le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message de paix, mais il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans dialogue. Donc, si vous voulez, le message, je crois que nous devrions, nous, chrétiens, catholiques, vivre et dire, c'est la justice pour tous, le dialogue entre tous, et ce n'est pas facile. Et à ce point de vue-là, je dirais que, pour terminer, qu'une des exigences morales, je dis bien morales, que les croyants, tous les croyants devraient rappeler, j'en parlais un mot tout à l'heure avec un ami, nos frères juifs se réfèrent aux prophètes bibliques. Nous, chrétiens, nous référons au message du Christ et les musulmans au Coran. Eh bien, dans ces trois livres que je connais bien, tous les trois, les prophètes bibliques, au nom de Dieu, ils parlent au nom de Dieu, appellent à la justice. Et ils dénoncent précisément l'utilisation du nom de Dieu au profit d'une communauté ou d'un clan ou d'un parti ou d'une religion. Dieu est au-delà des religions, et les prophètes de toutes les trois grandes religions monothéistes appellent à la justice, non pas pour un clan, non pas pour une religion, non pas pour une confession, mais pour tout homme et tous les hommes, sans discrimination. Et je pense que c'est un message que les chefs religieux ne portent pas assez ensemble, qui devraient exprimer que Dieu nous appelle à la justice. Et je pense que nous croyants, avec les non-croyants, moi j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas croyants et avec lesquels je me sens en pleine communion de pensée devant ces problèmes. Je me sens beaucoup plus près de certains amis communistes non-croyants que de certains prélats. Mais je suis d'accord aussi avec beaucoup de prélats, et en particulier avec notre pape Benoît XVI. Je terminerai en disant que ce qu'il faut, c'est vis-à-vis de notre gouvernement, là je reparle un peu là au niveau en tant que Français. Il y a une chose, moi, que je trouve vraiment scandaleuse, et je crois que c'est peut-être un des points fondamentaux auxquels il faut réfléchir. Les grandes puissances occidentales, dont la France, les pays européens, l'Union européenne, parlent sans cesse des droits de l'homme, des droits de l'homme, et ils parlent des droits internationaux. Donc, les droits de l'homme, on en parle sans arrêt, et on les applique quand ça nous arrange. Et quant au droit international, on le rappelle sans arrêt, alors on fait référence à l'ONU, et on l'applique quand ça t'arrange les grandes puissances. Je trouve, moi, alors, ce n'est pas m'éloigner du sujet de ce soir, parce que la Syrie est au Moyen-Orient un pays très important dans tous les conflits du Moyen-Orient, et je pense bien sûr au conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas s'éloigner du sujet que dire que je crois qu'il faut réfléchir au fait que ne plus accepter et exiger des partis politiques de droite et de gauche et de notre gouvernement actuel et du prochain, exiger que le droit international soit respecté de façon équitable. Il est inacceptable qu'on prenne des sanctions contre la Syrie alors que la Syrie n'a attaqué aucun peuple, qu'on prenne des sanctions contre l'Iran alors que l'Iran n'a attaqué aucun peuple, et qu'on ne prend pas de sanctions contre un État d'Israël, qui a agressé le Liban plusieurs fois, faisant des centaines de victimes, et qui écrase la population de Gaza après l'avoir bombardée. Alors, que les grandes puissances occidentales, qui se réclament aux droits de l'homme, aient ce comportement d'appliquer des sanctions dans certains cas et de ne pas les appliquer, alors qu'on pourrait prendre des mesures politiques pour exiger d'État d'Israël le respect du droit international à Jérusalem et ailleurs, je pense que c'est grave. C'est grave au point de vue moral, en tant que vraiment qu'homme et que croyant, je trouve que c'est grave au point de vue moral, parce que la justice est important, et c'est complètement absurde au point de vue politique,
Parce que l'histoire nous apprend que quand des politiques laissent pourrir les conflits et laissent les peuples être victimes de graves injustices, les peuples ne supportent pas indéfiniment l'injustice. Et si les grandes puissances, dans les mois ou les années qui viennent, ne changent pas de position devant ces drames du Moyen-Orient, je crois que, moi je serai mort à ce moment-là, mais que la génération qui va venir connaîtra de très graves conflits. Et donc l'intérêt même de notre pays, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de tout le monde, c'est d'exiger de ceux qui nous gouvernent de réfléchir et d'agir en prenant en compte cette exigence justice partout et pour tous, et non pas seulement quand ça nous arrange. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je m'excuse parce que je devrais vous quitter avant la fin de la réunion, mais j'essaierai de rester le plus longtemps possible pour entendre les exposés et les débats. Merci beaucoup, Berlelon, de rappeler effectivement des deux poids, deux mesures dans les règles de fonctionnement international. Et effectivement, on voit toujours qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises en quelques minutes, voire en quelques jours contre la Syrie, alors qu'Israël, qui persiste et signe dans l'oppression du peuple palestinien et dans l'agression systématique, en fait, contre les peuples palestiniens d'abord, le peuple libanais, le peuple syrien, etc., et sans qu'il y ait l'ombre d'une sanction. Et puis à chaque fois qu'il y a une personne ou une personnalité politique qui appelle à ces sanctions, elle se voit complètement soit tuée, soit boycottée, soit retirée de la scène politique. Alors je pense que c'est très important de voir ça, et puis de voir aussi à quel point l'ingérence va aujourd'hui, en fait, dans les pays, jusqu'à demander comment doivent être gouvernés les pays et par qui. Voilà, alors je donne la parole aussi à notre ami Bruno Drewski, qui est président de Appel franco-arabe, pour nous présenter l'appel. Alors, je parlerai assez brièvement pour laisser la parole aux intervenants que vous êtes venus écouter. Alors, je suis à la fois en tant que représentant de l'appel, secrétaire général de l'appel franco-arabe, et aussi représentant du collectif Pas en notre nom. Les deux initiatives étant d'ailleurs tout à fait liées, puisque l'appel franco-arabe est une des organisations qui a adhéré au collectif Pas en notre nom. Alors, je vais d'abord rappeler un peu quel est l'objectif de l'appel franco-arabe et pourquoi nous sommes rentrés dans le collectif Pas en notre nom et qu'est-ce que nous faisons dans ce collectif. Alors, l'appel franco-arabe est une association qui a été créée il y a longtemps, c'était au moment de la première guerre du Golfe, et qui à l'époque, donc nous étions opposés, c'était des intellectuels français et arabes, à la première guerre et au fait que la France participait à cette guerre contre l'Irak. Depuis, nos activités nous ont amenés dans tous les pays arabes qui, les uns après les autres, ont pu être menacés d'ingérence extérieure, quel que soit leur régime politique. C'est-à-dire que nous sommes intervenus en Libye, nous sommes intervenus au Soudan, nous sommes intervenus en Syrie, donc des pays, comme vous le voyez, au régime politique tout à fait différent, en partant du principe qu'un peuple est maître chez lui et que le régime qu'il choisit, c'est son affaire et uniquement son affaire. Et que sur ça, nous avons un texte qui est fondamental, qui est fondateur et qu'on devrait rappeler, qui est la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies interdit totalement toute ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et ça, c'est la base du droit international qui a été violée systématiquement depuis plusieurs années, toujours par les mêmes, toujours par les grandes puissances, que ce soit en Yougoslavie, en Libye, en Irak, en Syrie, au Soudan, en Sri Lanka, en Biélorussie, et je continue, le nombre de pays victimes d'ingérences plus ou moins violentes, plus ou moins économiques, mais toujours d'ingérences, ne fait qu'augmenter. Et donc, nous devons être très conscients du fait que l'attaque contre un pays est l'attaque contre tous les peuples. Il n'y a pas de différence, puisqu'aujourd'hui on en attaque un, et demain on en attaquera un autre, et donc la résistance doit être collective. Et donc c'est en se basant sur cela que, au moment des élections, puisque comme vous le savez, nous sommes en période électorale en France, des élections présidentielles, et je rappelle aussi des élections législatives, parce qu'on nous a fait en sorte qu'on oublie les législatives, et qu'a priori, c'est quand même grâce aux élections législatives qu'il y a des débats démocratiques, parce que ce n'est pas sur le président de la République qu'on peut compter pour avoir un débat démocratique.
Donc, nous avons des élections qui vont durer jusqu'au mois de juin, hein, puisque c'est en juin que nous aurons les élections législatives, et que donc, dans la préparation de ces élections, plusieurs organisations se sont regroupées dans le collectif Pas en notre nom, qui, comme vous pouvez le supposer, demande aux candidats, donc aux présidentielles et aux législatives, quelles sont leurs positions sur des décisions qui ont été prises par la France, pas en notre nom, puisque comme vous le savez, les guerres dans lesquelles la France est engagée aujourd'hui, en Afghanistan, en Libye, et l'agression qu'elle mène en Syrie, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, n'ont jamais été décidées, avalisées par le peuple français. Donc c'est parfaitement illégal. Par rapport à la Charte des Nations Unies et par rapport à la Constitution de la République française. Et donc, en conséquence, nous interpellons les différents candidats aux élections pour leur demander quelles sont leurs positions sur ces questions. Et nous essaierons, malgré tout le battage médiatique et toute la censure médiatique qui existe, de faire connaître les réponses qu'ils nous enverront aux questions que nous avons posées sur ces ingérences qui sont en cours et sur comment ils voient l'avenir, puisque évidemment notre objectif c'est que la France reprenne son rôle de partenaire de la communauté internationale en faveur de la paix, de la liberté des peuples, de l'autodétermination, de la non-ingérence en particulier. Voilà, donc je pense avoir à peu près résumé les choses. Et je passe donc la parole pour les intervenants de la soirée. Merci beaucoup Bruno, ça nous fait très chaud au cœur de voir que le peuple français lève haut et fort la voix, ou au moins qu'il y a un noyau qui lève haut et fort la voix pour déplorer cette politique française d'expansion aujourd'hui et puis d'intervention surtout en Syrie et comme dans les autres pays, comme en Libye, ça a été le cas en Libye, ça a été le cas en fait aujourd'hui la France intervient dans tous les mouvement qu'on appelle le printemps arabe, mais en fait, quel printemps? Je voudrais, en introduction, inviter Monsieur Comen, c'est ça? Voilà. Monsieur est serbe, hein. Donc il a vécu aussi, c'est un ami de Michel Colomb, qui a vécu l'implosion, je dirais, de la Yougoslavie. Je voudrais dire quand même, en fait, un point. Vous savez que tous les révolutionnaires des pays arabes, en fait, tous les jeunes, ils ont été entraînés par des jeunes des pays de l'Est qui ont préparé ce mouvement d'explosion, je dirais, de leurs États, etc. Ils le disent eux-mêmes, de toute façon, ils ont été formés à ça, formés à la révolution dite virtuelle, etc. Donc, leur expérience est, en fait, bon, on voit effectivement la Yougoslavie, c'était un pays fort, présent, existant, qui faisait partie du bloc des non-alignés. Ils ont osé faire face, en fait, et tenir tête aussi bien au bloc soviétique qu'au bloc américain. Ils ont été avec Nasser et Kwame Nkrumah et Nehru à l'époque, etc., protagonistes dans la création du bloc des non-alignés qui a tenu tête aux deux blocs, en fait. Eh bien, il a fallu, l'Occident a tenu à effriter ces pays. Bon, donc on a vu l'implosion de l'Union soviétique et puis de la Roumanie, de la Yougoslavie, etc. Donc, je vous remercie et je suis ravi de vous accueillir ici. Et voilà. Pour préciser, notre ami s'appelle Komen Becerovic. D'accord. Et effectivement, il y a un peu effectivement, il y a un peu plus de 20 ans, eh bien, tout ce qu'on vit maintenant, on l'a déjà vécu. Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'on va enfin tirer les leçons pour que ça s'arrête de détruire des pays les uns après les autres? Je te cède la parole quand même. Oui, merci Michel. Je parle donc en tant que Serbe en connaissance des causes. Parce qu'avant les Afghans, avant les Irakiens,
avant les Libyens, nous avons subi le même fléau. Maintenant, avant les Syriens. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie, je suis très heureux de voir si nombreux. C'est-à-dire, vous qui êtes ici, vous êtes épris de justice et de la vérité, contrairement à ceux qui nous déversent des mensonges il y a tout le jour. Je viens d'abord à Michel, en science. Oui. Ça peut aller comme ça? Vous entendez? Non. Ah oui. Mais on le met ici. Très bien. Merci. Je tiens d'abord à saluer Michel Colomb, homme de conscience et de vérité, qui avec ses valeureux compagnons de lutte dont Jean Bricmont et Bahar Timoyangir sont avec lui ce soir, mènent un combat surhumain contre les fléaux du mensonge qui, à l'instar du cancer détruisant le corps, contamine, pollue et détruit l'âme. En effet, Michel Colomb aura été depuis au moins un quart de siècle sur tous les fronts où la vérité a été occultée et bafouée au profit du mensonge et de l'imposture, précédant les actions criminelles de l'OTAN, en parfaite connivence avec celles de ses affidés sur place. Comme cela s'est précisément passé en Serbie en 1999, lors de la guerre du Kosovo, en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye en 2011. Vous voyez, la liste des agressions de l'OTAN est longue. Et comme cela se passe depuis un an en Syrie, sans que les pays, grâce à l'opposition de la Russie et de la Chine, soient encore mis à feu et à sang par les bombes de l'OTAN qui décidément s'érigent non pas en gendarmes, mais pire encore, en bandits planétaires. Bravo. Je suis sûr que vous êtes d'accord. En fait, la stratégie, comme disait Madame, la stratégie du mal qui a frappé ces nations a été élaborée et mise en application il y a 13 ans sur nous autres Serbes. Et elle consiste à créer les conditions de chaos dans les pays, en s'y adonnant à la subversion, en y enflammant les antagonismes ethniques et religieux du passé, en y soulevant une fraction de la population, en l'occurrence les Albanais, contre la majorité et contre le pouvoir central, en armant certains de ses membres et en les encourageant aux actes terroristes les plus effroyables. Actes terroristes que les médias mensonges en Occident exaltent comme autant d'exploits et les fauteurs comme autant de combattants de la liberté. En même temps, on diabolise les dirigeants du pays en les rendant responsables de la violation des droits de l'homme, de la répression, des atrocités, des massacres, de la catastrophe humanitaire. Et lorsque la situation est portée à son paroxysme, on lance les bombardiers de l'OTAN sous prétexte d'arrêter ces mots, alors que l'on n'en fait que les démultiplier à l'infini. En effet, les victimes, les morts et les blessés se comportent par des dizaines, voire par des centaines de milliers. Les réfugiés par des millions, comme en Irak. D'immenses biens matériels, y compris les monuments des civilisations, sont anéantis. Des infrastructures détruites, l'économie abîmée, la nature polluée par l'usage des armes à l'uranium appauvri. La paix et la cohabitation entre les communautés ethniques et religieuses complètement bouleversées par les fanatismes enflammés. Les gouvernements légaux remplacés par des régimes fantoches. Les dirigeants ayant courageusement résisté au fléau, ainsi Milosevic, Saddam, Kadhafi, martyrisés.
les richesses et les ressources en proie du pillage des vainqueurs qui s'abattent sur les nations meurtries en essaim de charognards. La liste des mots, l'étendue de l'inhumanité, de la barbarie, causée par des guerres dites humanitaires de l'OTAN, est sans fin. Les cas les plus tristement éloquents de ces ravages, effectués sous couvert des droits de l'homme et de la démocratie, de la protection de la population contre les massacres, est certainement celui de la Libye, où les humanistes et les démocrates de l'Ouest ont réussi, en 8 mois, à transformer en enfer un véritable Éden créé pendant 40 ans en plein désert saharien. Voici le sort, à Dieu ne plaise, qui attend la Syrie. C'est pourquoi, pour éviter, il faut, pendant que le président Bachar el-Assad continue avec son peuple de faire héroïquement face au fléau, mobiliser tous les hommes de conscience, de justice et de vérité pour dénoncer la conjuration actuelle contre les grands peuples syriens et pour les soutenir. Pour ma part, en tant qu'intellectuel serbe, ayant depuis 20 ans combattu l'hydre des mensonges, en parfaite solidarité avec Michel Colomb, ce dont je suis fier, j'apporte mon soutien inconditionnel, qui est également celui du peuple serbe tout entier, à nos frères syriens, afin, avec le vœu qu'ils tiennent bon dans la présente épreuve et qu'ils en sortent renforcés et victorieux. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette grande dose d'énergie et de combativité. Ça marche. Voilà, merci beaucoup pour cette grande dose d'énergie, de combativité et de soutien que vous nous apportez. C'est vraiment une grande bouffée d'air. Hein. Puis de tous les peuples frères en fait. Hein. C'est vraiment très très important pour nous aujourd'hui et pour le peuple syrien parce que on se sent à l'extérieur un petit peu isolé. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur le peuple se soude et la solidarité est quotidienne. Et ça, on se donne de la force, mais à l'extérieur, c'est vrai qu'on se sent un petit peu vidé de cette énergie et on a besoin de replonger dans un bain révolutionnaire de nos amis des autres pays qui ont vécu ça. Alors, maintenant, je donne la parole à notre ami Bahar, qui est Bahar Kimioncourt, qui a écrit un livre sur la Syrie qui s'appelle Syriana, que je vous propose d'acheter, qui est très intéressant ici. Bahar est un militant depuis très longtemps. En fait, il a commencé et il a payé, quand je disais tout à l'heure qu'il a payé, effectivement, il a été condamné tout simplement parce qu'il est belge, hein, il est né en Belgique et il est belge d'origine turque et d'origine aussi, je dirais, syrienne, parce qu'il est d'Alexandrette, en fait, hein. Donc, qui est la partie syrienne qui a été, oui, non, il a été donné par la France à la Turquie, en fait, hein, et donc ça c'est un point, hein. D'où ben, la Syrie était sous mandat français à l'époque, c'est pour ça. Voilà. C'est le Parlement français qui a voté la Cilicie, oui. qui n'a jamais été une terre turque, oui.
Antioche et l'arrière-pays d'Alep a toujours été une terre syrienne. Voilà, tout à Or, fait. Monsieur Gouraud, c'est un de mes arrière-grands-pères, Monsieur Gouraud a demandé, il n'avait plus d'argent pour tenir une armée Voilà, en Cilicie. tout Le à fait. Parlement français, qui ne savait pas où était la Cilicie, Oui. a voté Merci. pour On se n'a pas faire commencé le débat. Je voudrais quand même donner la parole. la Cilicie pour la Turquie, sans C'est vrai. bien sûr rien demander aux Syriens. C'est vrai. Alors, La Syrie, c'est pas la France. Donc comment donner à quelqu'un ce qui n'est pas le... Ah bah alors. C'est la question. ah oui, mais c'est pas une question. Ça a été fait. Ça a été fait par On va Adam. voter les traditions. Alors, donc, excusez-moi, on continue. On continue. Je remercie Madame en fait d'avoir apporté cette vérité historique aussi. Et donc, je laisse la parole. Donc, moi, je disais que Bahar, il a écopé d'une condamnation et d'une condamnation à de certaines années de prison, etc. Tout simplement parce qu'il a traduit des textes d'une organisation révolutionnaire turque et qui était soi-disant réputée terroriste. Et donc, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, etc., il a été condamné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Bon, peu importe, c'est juste pour... Pas peu importe, je voulais dire peu importe comme information, mais c'était juste pour souligner son parcours militant, engagé, et qui pour la vérité et pour le combat, pour la liberté des peuples. Il s'est aussi rangé aux côtés des Palestiniens aussi dans leur lutte, aux côtés de tous les opprimés. Et c'est pour ça, en fait, qu'il paye et il continue à payer, bien qu'il soit dans un pays démocratique, entre guillemets, en Belgique. Donc, je lui laisse la parole et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre chaleureux accueil, mais je veux dire que il va m'être difficile d'assumer la responsabilité de parler de l'actualité syro-syrienne, parce qu'apparemment, je serai le seul à aborder cette question précise. Alors, je voudrais d'abord profiter, puisque je suis en France et que c'est la première fois que je m'y exprime, je voudrais demander à l'assistance qu'on m'explique pourquoi, depuis quelques jours, on n'arrête pas de nous parler de terreur, de terrorisme en France, de ce péril djihadiste sorti de nulle part à quelques semaines des élections. On a arrêté 3 Pères Noël qu'on fait passer pour une armée aguerrie, prête à prendre le pouvoir à l'Élysée presque. C'est assez étonnant. Alors, le gouvernement français, la presse française a l'air de voir du terrorisme partout en France, partout dans le monde, sauf en Syrie. Curieusement, la Syrie serait juste traversée par des révolutionnaires, en tout cas par une situation de conflit entre une dictature et le peuple de l'autre côté. Alors, est-ce exactement cela dont il s'agit? Je pense qu'il faudrait d'abord, puisqu'il y a clairement question de terrorisme, en tout cas de la part du gouvernement syrien, nous pourrions dans un premier temps nous pencher sur les raisons objectives qui pourraient intéresser ces groupes terroristes qui menacent quotidiennement la sécurité des citoyens syriens. S'agit-il d'un phénomène nouveau? Non. Quand on regarde la réalité syrienne, c'est depuis des décennies que des mouvements djihadistes sèment la terreur dans ce pays. C'est depuis des années qu'ils existent. Et depuis 2005 en particulier, depuis le retrait des troupes syriennes du nord du Liban, il est clairement question de l'utilisation de cette région comme base arrière pour mener des opérations terroristes dans ce pays. Et je suis étonné de voir que, de la part de la presse française, personne, mais absolument personne, ne fait le lien ou la comparaison
avec la réalité de la guerre civile algérienne. Or, nous avons des cas de figure assez similaires. Il est question, on a dans les deux cas un régime qui est né d'une guerre de libération, qui a des caractéristiques assez semblables, donc c'est un régime militaire, effectivement, avec un discours tiers-mondiste, progressiste, dont l'objectif a été et reste la redistribution des richesses, la prospérité et l'égalité entre tous les citoyens, développer une certaine citoyenneté autour du nationalisme arabe. Dans les deux cas, il a été clairement question d'attaques terroristes. En Algérie, en tout cas, on parle de près de 100 000 morts, voire plus. Certaines sources parlent de 200 000 morts. En Syrie, tous les jours, des civils tombent, des professeurs sont assassinés, des médecins, des journalistes, je ne vous parle même pas des cibles militaires, et des citoyens qui n'ont pas choisi le bon camp ou qui ne font pas partie de la bonne communauté. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce pays qu'est la Syrie? Ce pays qui était déjà méconnu et qui est rendu de plus en plus méconnu par nos médias. Alors, s'agit-il d'un pays comme ça, au hasard, qui mène la répression, une dictature complètement isolée, en tout cas un régime qui serait isolé de son peuple? Voyons ensemble d'où vient ce pays. Qu'était-il exactement? Pendant 4 siècles, la Syrie a été une province ottomane. Ensuite, la France a débarqué dans ce pays. Vous savez comme moi que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords de Sykes-Picot. Les ministres britanniques des Affaires étrangères et français se sont partagés les restes de l'Empire ottoman, comme s'il s'agissait de leur jardin, comme s'il s'agissait de leur bétail, comme si ces peuples qui vivent dans cette région étaient leur propre bétail. Les uns ont décidé d'occuper la Palestine, la Jordanie, l'Irak, les autres, le Liban, le Saint-Jacques d'Alexandrette et la Syrie. Je parle de la France, cette France où nous nous trouvons actuellement. Je m'appelle Bahar Kim Yong-gur. C'est un nom qui, pour certains, résonne un petit peu, fait penser à un patronyme coréen, Kim Yong-gur. En fait, je suis censé m'appeler Kim Moon. Mais du fait que la région dont je suis originaire a été donnée, a été offerte en cadeau par la France à la Turquie, pour éviter que la Turquie ne s'allie à l'Allemagne hitlérienne, eh bien, la population, qui était majoritairement arabophone, s'est retrouvée turquifiée, turquisée, parce qu'il existe une loi depuis 1932, imposée par Atatürk, qui exige que les patronymes soient d'office turquifiés, qu'on soit grec, qu'on soit juif, arménien. Les noms ont été adaptés au langage, à la langue turque. Donc au lieu de m'appeler Kamoué, je m'appelle Kim Yong-gur. Voilà pour ceux qui ont du mal à me situer, parce que comment se fait-il qu'un Turc vivant en Belgique parle de la Syrie? Ce problème, je l'ai rencontré tout au long de mon parcours judiciaire que j'ai connu et qu'Aïssar a évoqué tout à l'heure. C'est ça. C'est parce que pour certains, ayant été actifs dans l'opposition turque, on me prenait pour un Kurde. Et puis, certains m'ont pensé que j'étais arménien, parce que j'étais opposé, en tout cas au régime turc. Il m'a fallu des années pour expliquer que j'étais un arabe de Turquie, parce qu'il y a des arabes en Turquie. C'est tout un périple, rien que de l'expliquer. Alors, que s'est-il passé ensuite? Nous avons eu, en Syrie, de 1920 à 1946, le mandat français. La Société des Nations a avalisé la présence française dans cette région. Qu'a fait la France? Elle a tout fait pour compartimenter la Syrie, pour l'atomiser, pour monter les peuples et les communautés les unes contre les autres. Face à cela, la population de Syrie a montré une résistance farouche, toutes communautés confondues. En 1925, c'est un Druze, le cher Sultan al-Atrash, qui a lancé la grande révolution syrienne de 1925. Il a été lui-même relayé par les partisans, les maquisards sunnites du pays d'Alep et du pays de Damas. Si vous allez aujourd'hui à Damas, sur la place Al-Malj, qui est une place connue, touristique, vous pouvez voir une colonne. Au pied de cette colonne, c'est là qu'on fusillait les partisans, les patriotes syriens qui se battaient pour la liberté de leur pays. C'est là que l'on pendait les patriotes. C'est cette France qui aujourd'hui est à la pointe du combat contre le régime syrien et contre la Syrie. C'est cette même France
qui nous parle de démocratiser ce pays. La Syrie est un pays multiethnique, c'est un pays multiconfessionnel, c'est le seul État laïque arabe, le seul. C'est un pays dont on nous dit que le régime est alawite. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Le régime est le reflet de la société syrienne. Ce n'est pas parce que vous avez le président qui est syrien que toute la classe politique est syrienne. Le parti Baas est dirigé, alawite. Ce n'est pas parce que le président est syrien. D'ailleurs, la vice-présidente, qu'est-ce que je dis, alawite, la vice-présidente est d'origine sunnite. D'ailleurs, elle est syrienne, oui. La vice-présidente, savez-vous que la vice-présidente de Najah al-Attar est d'origine sunnite et que son frère est membre des frères musulmans? Savez-vous que le chef des renseignements, on nous dit que le renseignement est dominé par les alaouites qui veulent en découdre avec les sunnites. Un certain Ali, rappelez-moi, Mamlouk, Georges Malbruno du Figaro fait passer Ali Mamlouk pour un alaouite, alors qu'il est né à Damas et que c'est un sunnite. Il y a comme un fantasme autour de ce régime. On essaye absolument de faire entrer l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de l'appareil politico-militaire dans le moule alaouite, alors qu'il est tout à fait qu'il est représentatif de la diversité confessionnelle. Le ministre de la Défense, Daoud Rajha, c'est le père, il est chrétien. Il est chrétien. Le père, de l'ambassadrice de Syrie en France a été lui aussi, je pense, ministre de la Défense. Mais il était à la tête de l'armée en tout cas. Donc on retrouve à des postes clés du régime le ministère du pétrole, le ministère des Waqf. Sur 31 membres du gouvernement, vous avez sur 31 ministres, vous avez 34, 3 ou 4. Vous avez 19 ministres sunnites, vous avez les alaouites, vous avez les druzes, vous avez des chiites. Quand on dit qu'en Syrie, il y a 75% de sunnites, en fait, on ne dit pas tout. Ce que veut dire être sunnite en Syrie, c'est soit être arabe, soit être kurde, soit être tcherkesse, soit être turkmène. Quand on dit il y a plus ou moins 10% de chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais c'est 10 églises différentes, avec des arabes, mais avec des non-arabes. Lesquels? Les Arméniens, qui eux-mêmes ont été massacrés par le gouvernement jeune turc en 1915 et qui ont été forcés à marcher vers le désert syrien, vers Deir ez-Zor. D'ailleurs, une partie de la diaspora arménienne vit encore et toujours en Syrie. Et s'il y a autant d'Arméniens en France, c'est parce que la flotte française a organisé, a mené un programme d'évacuation vers Marseille. Vous avez aussi des Assyriens qui sont sémites, mais qui ne sont pas arabes, qui aussi sont chrétiens. La plupart de mes amis assyriens se disent sémites. Bon, vous voyez, quand on aborde la question syro-syrienne, on se retrouve dans des clivages et des... Peu importe, ce n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tel patchwork qu'il est criminel de vouloir absolument compartimenter, de vouloir absolument attiser ces communautés les unes contre les autres, qui vivent dans une certaine harmonie, grâce à la laïcité arabe, qui n'est pas parfaite. Parce qu'il y a par exemple une clause dans le Parlement qui prévoit que depuis 1973, le président doit absolument être musulman. Mais c'est quand même une exception. Ce n'est ni l'Égypte, qui est majoritairement sunnite avec des coptes, plus ou moins 10% de coptes, ni la Tunisie qui est majoritairement sunnite, ni le Yémen qui est divisé selon le clivage chiite-sunnite, mais qui est surtout traversé par des antagonismes tribaux, ni la Libye qui est essentiellement sunnite aussi. Il y a une réalité syro-syrienne, il y a une exception syrienne qui fait que la laïcité a survécu malgré toutes les menaces qui ont pesé sur ce pays. Alors, s'agit-il d'un régime qui, pour autant, est un état de droit et démocratique? Pour une partie de la population, oui, mais dans la réalité, étant un régime militaire, bien entendu, il y a un déficit démocratique grave. Bien entendu qu'il y a de l'autoritarisme. Et au sein même du gouvernement, et parmi les partisans du régime, il y a énormément de gens qui demandent le changement, mais ils craignent des lendemains
qu'ils vont les faire déchanter. Ils craignent l'après Bachar el-Assad et ont tout intérêt à soutenir le gouvernement, sachant que c'est une garantie, c'est une sorte de filet de sécurité, c'est un bouclier face à un ennemi qui a toutes les raisons de s'attaquer à lui. Quelles sont ces raisons? Je vous parlais du seul État laïque arabe. La laïcité est considérée comme une impiété, c'est un péché pour l'islam djihadiste. Parce que la laïcité veut dire mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité, ce qui est impensable et inacceptable pour le sunnisme radical de type djihadiste, de type salafiste. C'est un État qui prône le nationalisme. Or, la nation, c'est une entité étrangère, selon eux, à l'islam. Parce que devenir nationaliste, être nationaliste, serait commettre le crime de shirk, d'association. Ce serait associer, donc ce serait se battre pour la nation, ce serait vicier le combat pour Allah, pour le djihad. Deuxième raison donc de cette hostilité anti-syrienne. Et puis il y a tout ce passé dramatique de la guerre contre le terrorisme de type djihadiste mené par le régime, pas toujours dans la dentelle. On connaît l'épisode de Hama qui était dramatique, qui a ouvert des blessures, disons, irréparables. Mais ce n'est pas une raison pour aujourd'hui s'attaquer de manière aveugle à cette population, ou en tout cas à la majorité de la population qui reste fidèle au gouvernement. Parce que c'est ça la réalité. Quand M. Verhofstadt, qui est belge, quand il appelle au Parlement européen, quand il appelle à armer le peuple syrien, mais de quel peuple parle-t-il? Je vous parlais des sunnites qui étaient 75% et qui sont tellement diversifiés. Je vous parlais des chrétiens, mais aussi des alaouites, près de 10% de la population, qui sont musulmans, mais pas tout à fait, qui ont leur lecture de la religion, de l'islam, qui font partie d'un courant religieux syncrétique, inspiré de plusieurs religions. Puis vous avez les Druzes. Toutes ces populations, qu'allez-vous en faire si vous armez les uns contre les autres? Que va-t-il se passer? Sachant que dans le voisinage, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ne font qu'attiser eux aussi ces clivages. Quand vous allez mieux la télévision saoudienne, Al-Wissal TV par exemple, vous avez des fous comme Arhour qui disent qui appellent à passer les Alaouites dans un hachoir et à donner leur chair aux chiens. Des millions d'oreilles arabes ont entendu ce discours-là. Vous avez le principal juriste en Arabie Saoudite qui s'appelle Al-Luhaydan, qui dit que pour sauver les 2/3 de la population syrienne, c'est-à-dire les sunnites, il faut exterminer 1/3 de la population, c'est-à-dire tous les non-sunnites. Vous avez un Qardawi, le télécoraniste là, qui passe comme conseiller pour Al Jazeera, qui appelle au meurtre d'un président, comme il a fait avec Kadhafi. Oui, et puis vous avez toute une série de prédicateurs dans certaines régions limitrophes, qui vivent dans des pays, dans des villes frontalières de la Jordanie, du Liban et de la Turquie. C'est pas un hasard. La Syrie étant un pays laïque, le ministère des Waqf n'a pas beaucoup de budget, ce qui fait que certains prédicateurs, certains imams, qui sont plutôt puritains, qui voudraient arrondir ces fins de mois, sont tout oui quand vous avez des wahhabites qui viennent leur proposer de l'argent, qui viennent leur dire organisez des manifestations contre le régime, parlez contre le régime, mais mobilisez-vous. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans certaines rues de Homs, de Hama. Et pourquoi donc les troubles sont basés, sont limités finalement à ces villes frontalières? Pourquoi? Par exemple, comme en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qu'on a eu? Des manifestations monstres sur la place Tahrir, donc en plein cœur du Caire. À Damas, vous n'avez pas le même cas de figure. Les manifestations se déroulent dans les zones périphériques. La place centrale, où les manifestants s'organisent et se mobilisent, c'est Sabah Bahret à Damas. À Damas, à Sabah Bahret, quotidiennement, ce sont des militants pro-régime qui manifestent, et pas le contraire. Alors, pourquoi Homs? Pourquoi Daraa? Pourquoi Idlib? Idlib est à côté de la Turquie. La Turquie est un pays membre de l'OTAN depuis les années 50. La Turquie est dotée de près d'une centaine de bases américaines, dont la base d'Incirlik. Incirlik se situe à moins de 180 km de la frontière syrienne.
D'après certaines sources, d'après Wikileaks notamment, des armes de l'arsenal de Kadhafi auraient transité par cette base pour armer donc l'armée dite syrienne dite libre. Pourquoi Homs? Homs est une jetée de pierre du Nord-Liban. Le Nord-Liban est devenu le fief d'une série de groupes terroristes, Junud al-Sham, Uzbat al-Ansar, Fatah al-Islam. Il y en a encore d'autres, tous ces groupuscules qui ont terrorisé le Liban dans les années 2000. J'ai été au Liban en 2002 dans le cadre d'une mission d'observation des camps palestiniens. J'ai vu des militants du Hamas, du FPLP et du Fatah qui étaient terrorisés par Al-Qaïda, qui essayaient, le coup de force, qui essayaient de conquérir les camps palestiniens. Il y avait eu des morts. Et l'armée libanaise, à l'époque, avait dû intervenir. Et je peux vous dire que l'intervention de l'armée libanaise, notamment dans le camp de Nahr al-Bared, c'était digne de ce qu'on a vu à Homs. C'est-à-dire que l'armée n'est pas intervenue n'a pas fait dans la dentelle. Il y a eu beaucoup de civils tués, il y a eu beaucoup de terroristes tués, et les Palestiniens ont dû déserter, comme le gouvernement syrien essaie de faire. Donc il a essayé d'évacuer les gens. Les Palestiniens ont été écartés du champ de bataille. Pourquoi nos médias ne s'intéressent-ils pas tant et ne font pas la comparaison avec ce qui s'est passé dans ces camps? Pourtant, c'était dramatique, y compris pour la population civile et pour les Palestiniens. Alors, c'est de tout ça que dont j'aimerais vous parler. Il y a tellement de choses à dire. Et alors, confiner tout ce qu'il y a à dire sur ce pays qui a, je ne sais pas combien de milliers d'années d'histoire, qui jalouse tellement son histoire que même entre Syriens, ils se disputent parce que les Alepins et les Damascènes se disputent la paternité du patrimoine mondial. Parce que ce sont deux villes tellement multimillénaires, toutes les deux, qui sont occupées depuis plusieurs milliers d'années de manière permanente. Eh bien, même entre Syriens, on n'arrive pas. C'est une des pommes de discorde entre Syriens. Si seulement ça avait été que cette pomme de discorde-là, je crois qu'on n'en serait pas à ce qu'on vit aujourd'hui, à cette crise actuelle. En tout cas, mon espoir, c'est que la population syrienne se réconcilie. Et quand je dis ça, ce n'est pas un vœu pieux, c'est en regardant d'autres expériences, d'autres pays. Je pense par exemple à l'Algérie. En 2005, je me souviens de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Ben Bella. Il a appuyé une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Il a appuyé donc une initiative qui se voulait. C'était Ben Bella. Ben Bella, c'est Bouteflika qui l'a proposé, mais c'est Ben Bella qui a été appelé pour parrainer. J'ai eu Ben Bella au téléphone quand j'organisais j'avais invité également Angela Davis à Paris pour parler des prisonniers politiques et de la résistance dans le monde. Monsieur Ben Bella n'avait pas pu venir parce qu'il était occupé avec l'Algérie. Il s'était constitué, disons, parrain de l'initiative qu'on avait organisée à Paris. Mais Ben Bella était occupé à organiser cette réconciliation. Je ne sais pas exactement de quoi ces pourparlers ont accouché. Je pense qu'il y a eu une loi d'amnistie, qu'une partie des djihadistes ont accepté de déposer les armes et d'entrer dans le jeu démocratique. La loi sur la concorde civile. Il y a un autre exemple actuel, celui de Piedad Córdoba, qui est, je pense, une femme politique colombienne et qui essaye d'organiser la réconciliation entre un gouvernement pro-américain qui est composé de tortionnaires, celui que vous connaissez en Colombie, donc, et les FARC de l'autre côté. Donc des initiatives de ce type ont existé, peuvent exister, pourvu que tout le monde mette de l'eau dans son vin, y compris les djihadistes. Merci. C'était de l'humour, bien entendu. 2 secondes. Non. Excusez-moi. Merci beaucoup à Bahar. Je te remercie d'avoir souligné les aspects actuels et qui sont vraiment des grandes caractéristiques de la Syrie. L'aide n'a été demandée, ni absolument. La Syrie n'a mendié de personne. Donc ce sont aussi des points très importants qu'il faut rappeler. Et cette solidarité arabe
La Syrie a aussi donné, après des années de sécheresse aussi, de laquelle elle était frappée comme la Jordanie, aussi de l'eau à la Jordanie, alors qu'on était tous les deux touchés par la même crise et par la même sécheresse. Donc en fait, ce sont des points très importants et qui sont des faits concrets qui montrent que la Syrie promeut systématiquement l'esprit arabe et l'idéal arabe vers l'unité des frères et vers un respect mutuel, ce que malheureusement les gouvernements de Qatar et d'Arabie Saoudite, etc., les monarchies et des oligarchies ne lui rendent que par plus mal. Donc voilà, c'est un point important. Là, je voudrais dire, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous professeur Samir Amin, que vous connaissez sans doute tous. Je voudrais lui donner la parole. Je suis vraiment très touchée et ravie et honorée de sa présence. Et je voudrais lui laisser la parole pour dire ce qu'il pense en fait de la situation. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, professeur Samir Amin est un grand économiste des pays arabes et non, égyptien. Et égyptien et le cœur syrien, depuis toujours. Donc, je profite pour l'entendre et vous le faire entendre parce que nous sommes vraiment ravis et honorés de sa présence. Merci, merci. Je m'excuse d'être arrivé en retard, je n'ai pas pu faire autrement, mais il a été averti très récemment, avant-hier, je crois, de cette réunion que j'ai absolument voulu, même si c'était pas je dirais tout ce que j'ai entendu. Et par conséquent, je peux être relativement bref. La stratégie des États-Unis pour la région, je dirais la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays arabes, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, mais aussi quelques autres comme l'Iran, qui ne sont pas des pays arabes. L'objectif stratégique des États-Unis pour cette région, c'est de détruire ces pays. De détruire ces pays, les États, les nations, dans la mesure du possible, et les populations. De les détruire. Ce n'est pas du tout une croisade pour la démocratisation d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un mensonge qui est fait. La preuve en est donnée par l'Irak. Qu'ont fait les États-Unis en Irak? Ont-ils libéré l'Irak d'un dictateur, Saddam Hussein? Ils l'ont remplacé par quoi? Par 3 dictatures encore plus ignobles, soit 2 au nom de la soi-disant religion, Sunna et Shia, et l'autre au nom de la soi-disant ethnicité, les Kurdes. Ils ont accompagné cette destruction du pays par l'assassinat systématique et programmé de tous les cadres, particulièrement scientifiques. Ils ont mis en place un système d'éducation qui détruit la capacité que l'Irak avait pu construire, la masse critique de gens compétents dans tous les domaines, en réduisant l'éducation à la religion et le business, et rien d'autre. Bon. C'est ça leur objectif véritable. Cet objectif véritable, ils tentent de le réaliser par différents moyens, mais en s'appuyant particulièrement sur l'islam politique réactionnaire. Et j'insiste sur réactionnaire, parce que les frères musulmans en Égypte, leur équivalent à Homs et ailleurs en Syrie, et d'autres, ici